19h10, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur la web radio Ville Lumière. C'est Intégral Foot, votre rendez-vous du jeudi soir. Et ce soir, comme d'habitude, avec vous à l'animation, Béchir Benmefta, donc moi-même. Et je serai accompagné du grand Xavier Coulant, qui est en feu aujourd'hui. Bon, ce soir, bonsoir Xavier. Non, je suis petit, mais bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien. T'as passé un joyeux réveillon? Oui, très bien, je te remercie. C'est gentil. On sera, et Lloyd du Château sera aussi avec nous ce soir. Bienvenue Lloyd. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va. Notre invité ce soir sera donc Jean-Louis Tour d'RMC. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait Tume du gars du lundi au jeudi et l'Arc et Foot le vendredi, donc sur RMC. Donc voilà. Et l'after le lundi. Ouais, et l'after le lundi. Donc le lundi, c'est Team du gars et l'after foot. Les deux. Voilà. C'est voilà. Journée bien chargée. Vous l'avez compris, donc l'invité de ce soir, c'est un invité exceptionnel, hein, on peut le dire. Donc on revient dans quelques instants après une toute petite pause musicale et on revient avec notre invité. Petit, tout va bien. Tout va bien. Rebonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur la web radio Ville Lumière dans Intégral Foot. Ce soir, comme j'ai annoncé tout à l'heure, notre invité sera donc Jean-Louis Tour d'RMC. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci à vous avant tout d'avoir accepté notre invitation. C'est en tout cas pour moi qui suis un jeune animateur limite débutant, c'est un honneur franchement de vous avoir ce soir. Avec plaisir. Et donc si vous pouvez vous présenter à ceux qui vous connaissent pas en fait, même si j'en doute, mais Ouais, y a pas de problème. Donc moi je m'appelle Jean-Louis Tour, je suis journaliste depuis 2007 maintenant. J'ai bossé à RTL d'abord, j'ai commencé là-bas, j'ai bossé pendant 6 ans là-bas en faisant différentes choses, correspondant à Madrid et puis du boulot à Paris. Et puis donc j'ai rejoint RMC en 2013, un an avant la Coupe du Monde au Brésil, donc en 2014. Et depuis, donc, je suis toujours journaliste à RMC et je suis co-présentateur de l'émission Team du gars maintenant. Et l'after le lundi. Voilà. Et l'after le lundi aussi, ouais, depuis cette saison. Ouais. Et d'ailleurs, toi, Jean-Louis, salut Jean-Louis. Ouais, donc, salut. je vais te tutoyer parce qu'on se connaît quand même, Ouais. on s'est vu 2-3 fois. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que pour l'avoir vu 2 fois, il est sympathique à l'antenne et encore plus en dehors. Donc, d'ailleurs, C'est gentil. il a pris sur ses vacances pour participer à l'émission. Et d'ailleurs, Jean-Louis, je te remercie encore. Bon, y a pas de problème. Et tu as fait de la web radio un petit peu aussi à RTL l'équipe. Ouais, quelques exactement. années. En fait, j'ai commencé comme ça. C'était en 2007 quand moi j'étais en stage à RTL et à la fin de mon stage, il y a eu en même temps le lancement de la web radio, donc RTL l'équipe. Ils voulaient, l'équipe voulait une radio. RTL voulait lancer une radio 100% sport, donc ils se sont alliés les deux. Et donc ils ont lancé cette web radio qui a existé pendant 3-4 ans. Et donc ouais, j'ai bossé là-dedans et c'était hyper sympa. Et d'ailleurs, comme tout à l'heure, tu te présentais en tant que consultant à une période à Madrid. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je t'avais connu RTL. Alors, pour pas te cacher, je sais que Frédéric Armel, c'est un ami à toi. Moi, ouais. Pour pas te cacher, comme beaucoup, j'ai un peu de mal avec ce genre de consultant. D'ailleurs, c'est le seul, d'ailleurs, parce que la plupart, voilà, on aime ou on n'aime pas. Et j'ai un peu de mal avec lui. Mais le souci, je pense, je voulais aborder ce sujet-là avec toi parce que vous en avez déjà parlé une fois sur RMC d'ailleurs, c'est qu'on n'est peut-être pas habitué en France, c'est que vous avez une façon, en Espagne, il y a beaucoup de consultants du style de Frédéric Armel qui est d'ailleurs, je crois, depuis 20 ou 30 ans, un truc comme ça, il y est depuis très longtemps là-bas. Ouais, plus de 20 ans. Ouais, et il s'est adapté à... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont comme lui, ce qui nous énerve un peu en France, là-bas, ça paraîtrait presque banal. Oui, en fait, c'est vrai que il y a pas mal d'émissions télé, d'émissions radio en Espagne où les gens assument clairement leur position, leur club de cœur, le club qu'ils supportent de manière avouée, et ça en fait même des personnages identifiés, et ça fait la réussite aussi de ces consultants, journalistes, enfin je sais pas trop quel mot utiliser du coup pour eux, mais c'est vrai que c'est une particularité très, très espagnole. Et ça fait un décalage assez important en France où on n'est pas habitué à avoir ça. C'est un peu théâtral. Et c'est un peu théâtral, oui. Bon, après, tous les journalistes espagnols sont pas comme ça non plus. Hein. Il y en a qui sont un peu plus comme nous, on connaît. Hein. Mais lui, c'est vrai qu'il a ce côté-là, il a ce côté showman. Et il aime bien en jouer, il aime bien assumer le côté supporter du Real. Il le fait tous les soirs dans une émission de télé là-bas qui est reconnue, qui a un succès. Mais effectivement, il y a un côté un peu théâtral.
Vous avez dû voir des vidéos passer de lui si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'ils en font beaucoup. Bon, là-bas, ça plaît. En France, ça plaît beaucoup moins. Et c'est vrai que parfois, il garde cette personnalité en lui et il amène ça aussi dans les émissions en France. Et c'est vrai que ça fait un décalage un peu particulier, quoi. Et en parlant de Madrid et de l'Espagne, qu'avez-vous pensé du tirage PSG Real Madrid? C'est marrant parce que moi je pense que Xavier le sait, je suis un peu supporter aussi du PSG, même si j'essaie de pas trop le montrer à l'antenne, voilà. Mais d'ailleurs, moi j'aime bien quand je prends des insultes des supporters du PSG parce que ça montre que je fais bien mon boulot parfois. Mais c'est vrai qu'au moment du tirage, il y a plusieurs supporters dans la rédaction d'RMC et je faisais partie des rares satisfaits en fait. Enfin, mais c'est pas que j'étais satisfait, mais disons que j'étais pas déçu, quoi. Tout le monde disait voilà, c'est dur, machin, c'est le pire tirage possible, etc. Mais moi j'étais plutôt à me dire que de toute façon, ce dont a besoin le PSG en ce moment, c'est un exploit ou de multiplier les exploits contre des grands. C'est-à-dire, il y a eu Chelsea, mais on attend des exploits contre des grosses historiques, des grosses équipes historiques européennes. Donc, en fait, le but, c'est de faire l'exploit. C'est pas d'aller en quart ou en demi-finale et de passer les tours. Donc, je pense que le PSG a plus besoin de ça que d'aller en demi-finale en n'ayant battu que des équipes moyennes. Donc, quitte à affronter un gros, que ce soit en huitième, en quart, peu importe, quoi. Et donc c'est pour ça, moi, le tirage, ça m'a pas posé tant de problèmes que ça. C'est là-dessus que je serais presque pas d'accord avec toi. D'ailleurs, avec Lloyd qui est avec nous là, il avait le même avis justement que toi, Jean-Louis. Et par contre, oui, je peux vous rejoindre sur ce que vous dites, mais de dire que c'est un bon tirage. Voilà, non, c'est un tirage l'un des pires qu'il pouvait y avoir. Non, c'est pas un bon tirage. Mais ce que je veux dire, toi, Jean-Louis, quoi. Oui, non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, même si tu arrives par exemple en quart ou en demi, on a eu un débat la semaine dernière justement avec Jonathan de Canal Supporter. Ouais. Et justement, oui, mais des fois, tu peux arriver loin dans une compétition en ayant des tirages un peu favorables et puis tomber sur du gros qu'en demi et en finale. Ouais. Mais pour moi, ce dont a besoin le PSG, c'est de marquer les esprits. Tu marques pas les esprits en battant des équipes moyennes. Tu marques les esprits. D'ailleurs, Mbappé l'a dit dans Marca. Là, il a fait une interview il y a aujourd'hui, je crois d'ailleurs, qui est sortie ce matin. Il dit on veut envoyer un message à l'Europe. Donc ça montre bien leur envie. Et pour envoyer un message à l'Europe, faut éliminer un gros. Moi, je pense que ce que tu dis sur les tirages favorables, ça tient si tu vas au bout, si tu gagnes la compétition avec des tirages favorables. Là, effectivement, personne ne s'intéressera au parcours en détail. Le Real, ils l'ont gagné comme ça il y a 2 ans quand ils éliminent Manchester City notamment. On retient que la ligne dans le palmarès, vainqueur de la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Mais si tu vas pas au bout et que tu te fais éliminer avant en ayant battu que des adversaires moyens, ça c'est pareil, personne ne retiendra ni le parcours ni le palmarès, quoi. C'est ce qui a été un peu dit pour l'équipe de France à l'Euro 2016 où ils ont rencontré que l'Allemagne et perdu en finale, et tu retiens en fin de compte, vu le parcours, il n'y avait qu'un gros à éliminer. Tu retiens l'Allemagne, ouais. Voilà, quelles sont nos chances c'est du 50-50? Je sais pas. En fait, c'est toujours difficile de se prononcer aussi loin de l'échéance, quoi. On est à 1 mois et demi. En fait, si on juge maintenant, le PSG semble même favori, mais ça ne veut rien dire de juger maintenant parce que dans 1 mois et demi, le Real sera mieux. Le Real est beaucoup plus habitué, ces joueurs-là, à des matchs de haute intensité, à jouer en équipe dans ce genre de match. Donc c'est vraiment difficile. Moi, j'ai du mal à mettre le PSG en favori ou mettre même un 50-50 quand je vois les joueurs qu'il y a au Real. On parle quand même de mecs qui ont gagné plusieurs Ligues des Champions, de joueurs qui sont des références à leur poste, et on parle en plus de ces individualités de joueurs capables de jouer en équipe pour gagner ces Ligues des Champions. Le PSG, il y a des individualités qu'on a vues, oui. Est-ce qu'on a vu une équipe ça, moi, j'ai encore des doutes. Et est-ce qu'on a vu une équipe capable de répondre présente quand elle est un peu chahutée contre un adversaire solide? Là encore, on ne sait pas encore. Donc peut-être qu'ils vont se révéler contre le Real, mais les certitudes, les garanties qu'on a sur le très haut niveau, elles sont du côté du Real, elles ne sont pas du côté du PSG. Mais vas-y, Lloyd, justement, oui, toi, comme justement tu pensais que c'était un tirage pas si défavorable que ça, vas-y. Moi, je pense que c'est un bon tirage parce que ça, justement, comme il a dit, ça peut permettre au Paris Saint-Germain de devenir un grand club plus que respecté. Et en plus, aujourd'hui, le Real, même si ils peuvent s'en remettre et chaque année ils sont meilleurs sur la deuxième partie de saison, ils ont quand même un vestiaire qui est un peu en feu, où il y a beaucoup de blessés. Bale qui est pas là, Isco qui commence à refaire des bouderies pas possibles.
est-ce que le vestiaire du Real peut pas exploser aussi? Non, mais t'as raison parce que effectivement, ce que j'ai dit juste avant, c'est possible. Il y a des grands joueurs, ils se réveillent toujours dans les matchs couperés, etc. Mais il y a quand même un truc qui est vrai depuis le début de saison, c'est que depuis, moi je me souviens, j'avais vu la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, pardon, et je les avais trouvés énormes contre Manchester United. Mais depuis, je retrouve plus ce Real là. Ils ont perdu beaucoup de points. Et c'est des mecs qui, à force d'être habitués à gagner, ont eu du mal à se remotiver pour le quotidien du championnat. Il y a eu des blessés, il y a eu des joueurs en méforme, des cadres en méforme. Donc effectivement, le vestiaire du Real, encore une fois, on ne sait pas comment il peut réagir. Il peut exploser, ça peut être une saison blanche pour le Real, ça peut arriver. Ils peuvent continuer sur leur lancée du moment, mais on peut aussi se dire, c'est des mecs capables de se réveiller, c'est des mecs capables de hausser leur niveau de jeu. Je ne sais pas si vous avez vu le Classico, mais pendant une mi-temps, moi j'ai pas trouvé le Real inférieur au Barça. J'ai pas trouvé qu'il y avait 3 buts d'écart entre les deux équipes, et pourtant à l'arrivée, c'est ce qu'il y a eu. Est-ce que le Real qu'on a vu pendant une mi-temps, capable d'être bon dans un gros match, c'est ce Real-là qu'on va voir dans la deuxième partie de saison? C'est possible. Mais franchement, il y a quand même tellement d'incertitudes. Ils sont tellement capables de faire 6 mois moyens comme ils l'ont fait là, comme de se réveiller et d'être une équipe capable de gagner la Ligue des Champions, que c'est difficile de s'avancer. C'est catastrophique de se faire éliminer par le Real Madrid. En fait, En fait, moi, je pense que ça dépend de ce qu'on voit pendant les matchs. Ça dépend de comment se passe l'aller-retour. Je veux dire, c'est pas juste se faire éliminer par le Real. C'est pas deux équipes qu'on met sur le papier et on juge comme ça. Parce qu'a priori, sur l'historique, sur le passé des clubs, oui, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'infamant à se faire éliminer par le Real. Mais si c'est sur 2 matchs moyens où on voit que le Real est archi prenable, l'exemple pour moi, c'est Manchester City quand le PSG se fait sortir il y a 2 ans. C'est-à-dire que City, ils étaient archi abordables, ils étaient franchement pas bons, et à l'arrivée, le PSG se fait sortir. Maintenant. Ah voilà, c'est pas le même exactement. Aujourd'hui, tu te fais sortir par City. Bon, franchement, il n'y a rien de grave. C'est une des meilleures équipes d'Europe, voilà. Mais le City de l'époque, franchement, ça faisait tâche. Et c'est pour ça d'ailleurs que Laurent Blanc s'est fait dégager dans la foulée. Ça dépend de ce qu'il y a dedans. Ça dépend du Real qui, si c'est un match de folie, que Ronaldo met 4 buts, que Neymar en met 3 et qu'à l'arrivée ça passe pas pour un but, bon bah personne n'en voudra au PSG. Après, ça serait pas catastrophique, tu dis Béchir, toi, mais si on dit ça paraît presque comme une équipe qui est vraiment moyenne, tu vois. Quand tu veux être un grand d'Europe, comme veut être le PSG, bah, c'est là que tu dois taper, parce que sinon, bah, encore une fois, on va dire dès que qu'il y a du lourd qui arrive, bah, tu te fais sortir. Donc là, il faut taper, parce que là, ce que dit Jean-Louis, par exemple, après Manchester City, c'est ce qui risque d'arriver si le PSG se fait sortir. Tu te fais éliminer en 8e contre un gros. Emery va dégager, et puis bah, ça va, en fin de compte, tu reviens comme à l'époque de Manchester City. Même si tu veux faire sortir par le Real qui est double tenant, c'est clair que c'est pas pareil que se faire sortir par le City de l'époque. Comme tu l'as dit, le Real est double champion d'Europe. Dans le pire des cas où ils nous sortent, ils peuvent toujours gagner une 3e. Donc pour moi, ça serait pas catastrophique. Bien sûr, dans le cas où on donne un match qui soit acceptable. Une remontada ou un score qui soit un score fleuve est inacceptable, tu vois. Si on sort sur un voilà. Mais en fait, moi je pense que ça dépend du Real. Ça dépend de contre quel Real tu perds. Si c'est contre un Real moyen, bah, il y aura des critiques et forcément ça passera pas. La remontada, on a tous en tête que la remontada elle a été traumatisante, c'est terrible, ça doit pas arriver et tout, mais ça arrive et c'est ça pour moi qui est le vrai problème contre un Barça moyen qui existe pas contre la Juve au tour d'après. C'était quand même un Barça moyen, c'est ça qui fait désordre. Quand tu te fais sortir par un ténor européen qui est moyen sur une double confrontation, c'est vraiment problématique. Si c'est une équipe de folie qui est intouchable, le Barça des années Guardiola, personne n'en voudra au PSG. Bah moi justement, je fais partie de ceux qui disent que pour sortir le Real Madrid, il faudra que tu fasses... Il y a 4 mi-temps, il faudra que tu sois bon quasiment sur les 4 mi-temps, parce que tu te loupes sur une mi-temps. Bon, ça peut passer peut-être, mais si tu te loupes tu rates 2 mi-temps sur 4, ça peut te faire mal. Ah bah oui, toi, Jean-Louis, les forces et faiblesses du PSG et du Real, tu les fixerais comment? Moi, toi, ce qui me fait peur pour le PSG, moi, c'est la défense. Clairement, je trouve qu'on n'est pas assez solide.
Ouais, c'est clair. Non, mais la défense, c'est. Moi, je suis d'accord. Le match du Bayern, il m'a vachement inquiété. Hein. On peut trouver des circonstances atténuantes autant qu'on veut. On peut se rassurer avec plein d'arguments. Mais à l'arrivée, il y a quand même une équipe qui jouait pas non plus un match à la vie à la mort, puisque les deux étaient qualifiés, qui a quand même baladé le PSG sur un match. Alors, on ne sait pas comment les joueurs réagissent quand effectivement c'est un match couperé, mais il n'empêche que cette défense-là, à plusieurs reprises, a montré des signes d'inquiétude. Mais je mets même, en plus des latéraux, ça tout le monde a vu que les latéraux étaient en difficulté, et la défense centrale brésilienne, là, Marquinhos, Thiago Silva, là aussi, dans des gros matchs, ça peut poser question. Alors, ils n'étaient pas protégés non plus, forcément, comme il se doit. Je pense quand même que quand Mota est là, ça apporte des choses différentes à la défense. Mais après, c'est vrai que la défense fait peur. Et surtout, moi, au-delà de la défense, c'est plus la capacité de ces joueurs-là à aimer défendre, en fait. C'est-à-dire que pour jouer bas comme veut le faire Emery et partir en contre, parce qu'on a bien vu que c'était ça l'idée, même si, même avec cette idée-là, j'ai pas l'impression que ce soit tout le temps maîtrisé. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que c'est un peu subi et que c'est pas vraiment. Le match aller contre le Bayern, tu veux dire. Ouais, voilà, le match aller contre le Bayern, le match retour aussi. On pourrait se dire, voilà, l'équipe joue bas, on part vite en contre et on joue comme ça. Mais on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose d'attendu par les joueurs. Mais le retour, ce qui fait peur, c'est que tu as l'impression qu'ils prennent un but d'entrée comme au Camp Nou et que tu as l'impression que c'est psychologiquement qu'ils font peur, l'équipe. Psychologiquement et ce côté aimer défendre. C'est-à-dire que on prend tous les joueurs. Kurzawa, Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Rabiot, Verratti, Draxler, il n'y en a pas un sur j'en ai cité 7 qui aiment défendre. Toute leur capacité, tous les joueurs que j'ai cités, c'est avec le ballon, dans un jeu de possession ou dans un jeu de contre-attaque. Mais aimer défendre, aimer batailler, être agressif et tout, je le vois pas sur ces joueurs-là. Et ça, malheureusement, Ligue des Champions, ça me paraît indispensable. Alors peut-être que certains vont se révéler, certains vont sortir des matchs qu'on les a pas vus faire depuis un moment. Mais ce goût du duel, de la défense, pour moi, c'est un truc indispensable. Et quand on voit les joueurs du Real, Casemiro, Ramos, même Carvajal. Enfin là, il y a des joueurs qui aiment aller au duel et aller au combat. Toi, tu as parlé des cas de la défense. J'espérais que tu mettrais le gardien dans le package de la défense. Parce que je sais que toi, tu es un fan du poste de gardien de but. Qu'est-ce que tu en penses d'Areola Trapp en fait Alors, par rapport à Jean-Louis Tour, je pense qu'ils sont au top niveau les deux par contre. Ouais. Non mais moi sur les deux, je pense déjà qu'il y a pas un gardien de top niveau international. On n'a pas un top 5 mondiaux. Bon là, je vous apprends rien en disant ça parce que voilà. Donc ouais, pour moi c'est déjà clairement on n'a pas deux gardiens de très haut niveau européen. Ça vous l'avez vu. Après moi je pense qu'il y a un problème plus mental que technique chez les deux gardiens. C'est-à-dire que déjà pour moi il faut une mentalité de chien quand on est gardien, une mentalité un caractère de joueur de haut niveau, et ça je le vois pas chez eux. Déjà Trapp, moi à sa place je serais jamais resté cet été. Quand on veut être un grand gardien européen, on n'accepte pas la situation du moment. On a vu qu'on n'était pas capable de faire taire la concurrence, de convaincre l'entraîneur, donc on part. On n'accepte pas d'être remplaçant pendant 6 mois, et puis ça pose pas problème, et puis on est remplaçant quelques matchs, et puis on revient, et voilà. Un mec qui a du caractère, et il en faut pour ce poste-là, il dit non, moi j'accepte pas ça, je m'en vais, trouvez-moi une solution. Après, il y a des clubs où ça se passe, d'ailleurs, Jean-Louis, je crois que c'est le Barça. Où ils alternaient en Ligue des Champions. Oui, mais au moins c'est clair, ils alternent, mais là c'est même pas le cas. Trapp et Areola, cette saison, ils alternent même plus. Moi, franchement, à la place de Trapp, je serais parti. Même l'alternance, j'accepte pas ça. Quand t'es gardien, c'est pas possible. Et Areola, moi, je pense qu'il y a un problème là pour le coup, de charisme même. C'est techniquement, moi, je le suis depuis très longtemps. Je me souviens, j'allais voir les entraînements du PSG quand j'étais à RTL, reporter. Il était jeune gardien et tout. J'ai toujours trouvé que c'était un des meilleurs techniquement. Dans tout ce qui fait le bagage du gardien de but, la prise de balle, la détente, le jeu au pied, je trouvais qu'il avait tout techniquement. Mais le problème, c'est que le poste de gardien, c'est pas que de la technique, c'est du mental. Et pour pouvoir mettre en œuvre cette technique, il faut déjà être très solide dans la tête, être capable de ne jamais douter, ça c'est le plus dur. Et en plus de ça, il faut être capable de transmettre à ses défenseurs de la confiance. Et c'est tout ce que je trouve Areola n'arrive pas à faire. Combien de fois on voit des situations... On peut dire l'inverse aussi, que c'est des fois aussi aux défenseurs de défense au gardien. Ouais.
Oui, c'est vrai, mais c'est T'es mieux placé à mon pour en avis, parler que moi. les défenseurs, ils étaient là avant lui. Ils étaient au PSG avant lui, donc c'est plutôt au gardien de gagner la confiance des défenseurs quand il arrive. Areola, il y a plein de situations où on le voit, où il veut aller, par exemple, faire une sortie, et puis Thiago Silva intervient quand même. Ça, normalement, ça n'arrive pas. Normalement, le gardien, il hurle, le défenseur a confiance en lui et il prend le ballon. Je pense que c'est tout ça qui manque un peu à Areola. Il va peut-être le gagner au fil de sa carrière, mais pour l'instant, il ne l'a pas. Et pour moi, c'est ça qui est le plus problématique. Mais je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit sur les gardiens. Déjà, le gros problème peut-être, c'est que quand tu passes de Sirigu à Areola à Trapp, je suis pas sûr que tu progresses au niveau des gardiens. Sur les trois, c'est à peu près le même niveau. Par contre, le seul truc... Après, attends, pardon, je te coupe. Effectivement, à l'arrivée, tu progresses pas, mais tu as fait un constat avec Sirigu, c'est que tu plafonnais à un certain niveau. Et que tu avais besoin d'un gardien qui te fasse franchir un cap. Et avec Sirigu, c'était pas possible. Après, le raisonnement, c'était quoi? Est-ce qu'on peut aller chercher un des top gardiens mondiaux? Non, le truc, c'est... Non, je le trouve pas forcément supérieur, mais je me mets à leur place au moment du raisonnement. Tu te dis, Sirigu, tu plafonnes, donc il te faut un gardien meilleur. Le problème, c'est que les top gardiens mondiaux, ils bougent pas de leur club. Donc, tu essaies de prendre un gardien intermédiaire en te disant, un gardien qui a entre 20 et 25 ans, tu vas le faire progresser, il va passer un cap et tout. Le problème, c'est qu'il passe pas de cap et il progresse pas. Mais sur le raisonnement, sur le moment, au moment de changer après Sirigu, ça me choquait pas, quoi. Et le seul truc où on peut dénoter une chose sur Areola, je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est vrai qu'il a eu, au niveau du mental, quelque chose qui est bien, c'est qu'il s'est relancé cette saison quand même, parce que l'année dernière, c'était quasiment catastrophique, quoi. Tu vois, à un moment, c'était un tir, un but. Moi, il y a une période où j'étais derrière lui, parce que je pensais, comme je vous ai expliqué, je trouve que techniquement, il est quand même très bon. Et je me disais, ouais, il a eu le déclic, c'est bon, début de saison, il a fait quelques gros matchs quand même. Le match aller du Bayern, il est là quand même. Il fait pas mal de sorties aériennes, il fait un bon match. Là, je me suis dit, c'est bon, c'est parti et tout. Et puis après, il s'est remis à baisser un peu. Et tu penses quoi du départ de Nicolas Déon ? Alors, ça, c'est difficile à mesurer parce que là, pour le coup, c'est un travail quotidien à l'entraînement qu'on ne peut pas constater, nous, les journalistes. Moi, je pense quand même, vu l'importance du poste de gardien, je peux comprendre qu'un entraîneur ait envie d'avoir son entraîneur des gardiens à lui, parce qu'il a une façon de voir le poste peut-être différente, qu'il a envie de le faire travailler d'une autre manière. Et je peux comprendre qu'Emery ait voulu mettre quelqu'un à sa place et voulu mettre quelqu'un à lui. Après, il faut qu'il y ait des résultats. Mais sur le moment, moi, je me suis dit, en quelques mois, Areola est un peu transformé. C'est peut-être dû à ça. Ça, on le verra dans la saison. Mais mettre quelqu'un à lui, en tout cas, moi, ça, c'est pas une décision qui me choque. Mais qui, selon toi, serait le profil idéal pour remplacer Areola, ou plutôt pour être numéro 1 au PSG Moi, je pense qu'il faut chercher dans les top gardiens, mais malheureusement, c'est difficile de les bouger. Mais je pense que De Gea, Courtois, je pense que même Oblak, tout ça, c'est des gardiens qui sont supérieurs. Même Loris, je pense que c'est supérieur aussi. On se rend pas compte de tout ce qu'il fait. Parfois, on voit que certaines erreurs, certaines mauvaises sorties, parce que c'est le foot anglais. Mais il fait quand même pas mal d'arrêts. Moi, je pense que là, dans les 5 que j'ai cités, il y en a un qui amènerait une plus-value. Les autres, je verrais pas bien la plus-value. On a parlé de Reina pendant un moment, je voyais pas bien la plus-value. Et Donnarumma, oui, mais alors pareil, jeune. Il faut voir la progression. Moi, les jeunes gardiens, je reste très méfiant parce que c'est un poste quand même où on se révèle. J'ai pas mal développé sur le côté mental et caractère parce que je pense que c'est très important et c'est quelque chose qu'on acquiert un peu plus tard quand même quand on est gardien. Donc Donnarumma, il faut suivre sa progression, il faut voir. Ce serait un pari. Quelqu'un de confirmé, comme ceux que tu as cités. Ramener un Donnarumma. Je pense pas qu'il est encore prêt pour commander sa défense, être un patron avec des Thiago Silva et des Dani Alves. Enfin, donc ramener quelqu'un de confirmé serait mieux. En tout cas, 2017 est quasiment terminé. Est-ce que tu penses que c'est une année réussie aujourd'hui pour le PSG ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une année où on a réussi voilà. C'est difficile de le dire quand même. Surtout quand t'as la remontada dans l'année. T'as la remontada, t'es pas champion. Ouais. C'est difficile quand même. Tu peux pas te satisfaire des coupes.
quand t'es le PSG, quand il y a tellement d'écart avec les autres. Excuse-moi de te couper, mais je refais ma question. Est-ce que c'est la pire saison du PSG version Qatari? Je les ai pas toutes en tête. Il y a l'année où il perd le titre avec Montpellier. Ouais, il y a l'année avec Montpellier, mais c'était vraiment le début. Il y avait pas tous les. Ouais. C'était en construction. Ouais, je pense que ça peut être comparable quand même, parce que même si le PSG était en construction, il y avait quand même pas mal d'argent investi. Il y avait quand même un déséquilibre avec les autres clubs, et ça faisait un peu désordre. Ouais, je pense que c'est les deux pires. Ouais, surtout quand on avait le budget de Montpellier à l'époque, qui avait quand même une grosse différence, c'est sûr. Mais justement là-dessus, si je peux me permettre, Béchir, d'enchaîner sur notre question, c'est justement toi, Jean-Louis, qui suit la Ligue 1, il y a un moment, justement, on disait qu'il y avait un déséquilibre, qu'on s'emmerdait un peu en Ligue 1, c'est ce qu'on entendait de partout, sur le niveau notamment. Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a eu un renouveau un peu l'année dernière? Cette année, on a l'impression que ça repart aussi parce qu'il y a quelques bonnes équipes. Et toi, tu le vois comment la Ligue 1? Tu sens que ça reprend un petit peu ou je sais pas. Ça, franchement. C'est souvent un débat que vous avez dans le team du gars d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est difficile à dire en fait parce que effectivement l'année dernière on sentait qu'il se passait quelque chose et c'est vrai. Et en fait, moi je pense qu'il faut plus regarder le contenu des matchs que les points, les équipes en tête, etc. L'année dernière, effectivement, les matchs étaient bons. Il y avait quand même Monaco-PSG. On voyait quand même que c'était bon, que les matchs de Monaco étaient bons. Et ça s'est traduit en Coupe d'Europe. Maintenant, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un wagon de 4 qui s'est détaché, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une équipe qui joue bien là-dedans. C'est quand même terrible à dire, mais ni Monaco, ni Lyon, et encore, Lyon, ils ont fait de sacrés matchs, hein, ils ont mis des buts, et ils ont des individualités, mais parfois, ils sont capables de faire des matchs où ils sont transparents. Et Marseille, ça joue pas bien. Donc cette année, je suis pas sûr qu'on puisse dire que le niveau est relevé, et d'ailleurs ça se voit en Coupe d'Europe, où Monaco a pas existé, où en Europa League, c'était quand même à l'arrache les matchs de l'OM, les matchs de Lyon. Donc je pense qu'a priori le championnat, les locomotives sont là, mais avec quel jeu, ça pose question, et le révélateur c'est la Coupe d'Europe. On verra ce que font les clubs en Europa League. Mais s'ils continuent de jouer comme sur les 6 premiers mois, à mon avis, ils vont pas aller très loin. C'est sûr. Mais bon, moi, je trouve quand même que, bon, au moins, même si le niveau est pas toujours parfait, il y a quand même, de l'enjeu. T'es pas sûr que le PSG gagne tous les matchs. Il y a quand même des matchs où ils peuvent se faire rentrer dedans. Une période, tu avais l'impression qu'ils mettaient 4-5-0 à chaque fois. Et puis, moi, mais alors tu vois, à l'époque, moi je me disais c'est trop déséquilibré quand. Mais regarde pour moi, c'est quand même révélateur d'une bonne santé d'une équipe. C'est-à-dire que l'équipe qui va mettre des 5-0 tout le temps, ça montre que là, ils sont en mode je veux défoncer tout le monde, je veux gagner le plus largement possible. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas on reste dans notre confort, etc. Les matchs où Paris gagne 2-0 en gérant. Ils sont pas dedans, ouais. Et ils sont pas dedans, ça pour moi c'est mauvais signe. Et on pourrait se dire ils ont gagné que 2-0, c'est que la Ligue 1 a progressé, c'est que les équipes accrochent un peu plus le PSG. À mon avis, c'est plus que le PSG n'est pas concerné qu'autre chose. Ouais, mais j'ai l'impression que les clubs ils croient un peu plus qu'avant, tu vois. C'est pareil, des équipes comme Monaco, comme Lyon, comme Marseille, c'est peut-être pas super au niveau du jeu, mais tu regardes les matchs, tu as envie de les regarder les matchs actuellement. Il y a un moment où tu te disais, il y avait quasiment une équipe et le reste du championnat, c'était un championnat vraiment moyen. Et j'ai l'impression que ça reprend un petit peu, notamment l'année dernière, comme tu dis, avec Monaco qui a fait une saison exceptionnelle. Tout le monde s'est dit jamais ils tiendront. Ils ont fait une année exceptionnelle avec en plus, justement, Béchir qui parlait tout à l'heure du bilan de l'année 2017. Quand tu es Paris, tu peux pas être satisfait de cette saison-là. Mais Monaco qui fait une demi-finale de Coupe d'Europe, et un sacré parcours et qui est champion, ça prouve aux équipes que quand ils veulent, ils peuvent faire quelque chose contre Paris. Mais parce qu'à un moment, j'avais l'impression, c'est ce que dit souvent Daniel Riolo dans l'after, il y en a qui arrivaient un peu le pantalon baissé, vas-y, battez-moi. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines équipes quand même qui essayent un peu de... C'est vrai, t'as raison. Sur les mentalités, c'est vrai. Après, sur le jeu, je suis d'accord avec toi, sur le jeu, c'est peut-être pas formidable, et Monaco, et Lyon et Marseille, mais il y a de l'enjeu. Ouais, mais t'as raison. Sur la mentalité, la façon d'appréhender les matchs et tout, t'as raison. Voilà, moi je pense. Déjà, est-ce qu'on voit, là, la vraie différence, c'est Emery. Malgré tout, il a quand même imposé son style. Est-ce qu'on va le voir plus maintenant sur la deuxième partie de saison ou tu penses que ça va être pareil qu'en première partie?
Ouais, moi j'aimerais bien le voir un peu plus ce style, un peu plus maîtrisé en fait. C'est-à-dire que moi j'aimerais voir les contre-attaques comme le Real a pu le faire à un moment où vraiment ça partait à 100 à l'heure. On Un sentait peu que comme l'équipe Atlético, sinon, non? ou l'Atlético, oui, que ça leur posait aucun problème de défendre bas et de partir vite en contre. J'attends de voir ça sur les gros matchs. Je pense que le Real, ce sera un bon révélateur là-dessus. On verra la patte Emery, on verra s'il est capable de refaire ce qu'il a fait dans le match aller contre le Barça, parce que on parle tout le temps de la remontada et parfois on oublie un peu ce match aller qui était quand même assez incroyable. Ça, c'est quand même aussi à mettre au crédit d'Unai Emery. Donc, s'il est capable de refaire ça contre le Real, oui, là, il aura imposé sa patte, c'est clair. Et justement, là, quand... Est-ce que- Ah, vas-y, Béchir, pardon. Est-ce que pour toi, on parlait qu'il fallait un vrai grand gardien capable de commander sa défense et qui soit donc confirmé. Est-ce que pour toi, Emery, c'est ça en fait? C'est un entraîneur confirmé, un entraîneur capable de commander ce vestiaire? Écoute, les signes montrent que non. Elles montrent qu'a priori, il a du mal. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a du mal à imposer certains choix, il a du mal à mettre certains joueurs sur le banc. Il a fallu une blessure pour qu'il fasse tourner Thiago Motta. On voyait bien qu'il avait des joueurs qui avaient un statut particulier, qu'il avait du mal à faire tourner. Ça, on se dit que des entraîneurs à poigne, ils ont moins ça. Maintenant, il faut quand même encore lui laisser un peu de crédit. Le crédit du match aller du Barça, moi j'y reviens, mais là-dessus il a montré quelque chose. Il y avait un style dans l'équipe, il y avait le style Emery qu'on voit. Est-ce qu'il sera capable de le refaire plusieurs fois en Ligue des Champions? C'est ce qu'on peut espérer. Maintenant, c'est vrai quand même qu'il a montré quelques limites dans ses choix, dans son coaching, dans sa façon d'incarner le poste en conférence de presse aussi, et je parle pas de la barrière de la langue, hein, je parle plutôt d'être clair dans son message. Ça, il peut le faire quelle que soit la langue employée, hein. Il pourrait se dire à un moment, j'ai besoin de faire passer un message fort, je parle en espagnol, voilà ce que je veux dire, c'est ça, et le message serait très bien compris. Ça, il l'a pas encore tout bien fait. Donc, a priori, si on doit faire une colonne des plus et des moins avec Emery, on a un peu plus de moins pour l'instant. Il lui reste encore 6 mois pour changer ça, mais pour l'instant, la tendance, c'est plutôt ça quand même. Justement, comme Béchir, tu parlais d'Unai Emery. Moi, je voulais te poser une question, Jean-Louis, sur le traitement qu'a Unai Emery par certains confrères qui sont pas trop fans de lui. Ça me rappelle un peu Marcelo Bielsa, moi, parce que c'est un peu comme vous sur RMC quand vous parlez de vidéo, il y a les pour vidéo, les anti-vidéo, et quand tu es entre les deux, un peu comme moi, tu te retrouves un peu comme un con à te dire moi je suis ni l'un ni l'autre, de quel côté je vais pencher, même si tu peux te faire une idée toi-même. Et Marcelo Bielsa, j'avais ce sentiment-là où j'étais ni pour ni contre, mais qu'il y a vraiment il y a une façon de faire, de traiter les sujets où les gens n'arrivent pas à faire dans la demi-mesure. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement du traitement qu'il a eu, Marcelo Bielsa? Et comme toi, tu l'as connu en Espagne, est-ce qu'il y avait les mêmes réactions par rapport à lui? J'ai pas le souvenir qu'il y ait les mêmes réactions en Espagne. Je trouvais pas qu'il suscitait, je trouvais pas qu'il suscitait autant d'excès qu'il y a pu y avoir en France. Maintenant, c'est particulier de parler du traitement de Bielsa. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui aiment bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il transmet, j'aime bien l'idée qu'il a, j'aime bien l'entendre parler de foot. Et d'ailleurs, toi, tu es plus, comme je disais qu'il y a les pour et les contre, mais toi, tu es un peu comme moi, je suis. T'aimes bien Bielsa, tout en ne positivant pas tout ce qu'il a fait. T'es assez entre les deux, toi, quand même. En fait, moi, ses défauts aussi. J'adore Bielsa, sa façon de parler du foot. Franchement, quand on lit des bouquins sur Bielsa, quand on lit les retranscriptions de ses conférences, c'est vraiment passionnant et c'est une idée du foot qui me parle, avec une part donnée à l'émotion, au romantisme, à l'esthétisme. Tout ça, vraiment, ça me parle et je me retrouve là-dedans. Malheureusement, après, il y a une réalité, c'est le terrain, c'est ce qu'il nous montre. Et ça, malheureusement, c'est pour ça que je pense que les critiques sont objectives quand elles se basent sur le terrain et sur ce qu'on voit, mais pas se baser sur le terrain pour alimenter un préjugé, un a priori négatif. C'est se dire, voilà cet entraîneur, voilà ce qu'il a entre les mains, voilà ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je pense que le bon traitement à avoir, la bonne critique, elle est là.
Mais c'est vrai que Bielsa, comme les personnages un peu clivants, il provoque ça. Il provoque des débats où il y a des anti, il y a des pour. Mais en même temps, moi, je me dis quand même que des débats comme ça, aussi extrêmes, c'est quand même signe que il y a de la vie et il y a de la réflexion autour du foot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de jouer au foot. Il y a une palette qui est large et on peut se positionner d'un côté ou de l'autre. Pour moi, c'est bon en général pour le sport et pour le foot qu'il y ait ce genre de débat-là. C'est les façons de juger un peu trop extrêmes parfois qui m'embêtent, mais j'aime bien ça quand même, qu'on suscite la réflexion à ce point comme a pu le faire Bielsa. Oui, c'est le but de votre radio en plus. Honnêtement. Oui, bah on est là pour susciter le débat et après chacun se fait l'opinion qu'il veut, chacun se positionne comme il veut, mais nous on essaie surtout qu'il y ait le plus d'avis qui soient représentés. Xavier a évoqué l'affaire Bielsa. Moi je vais quitter l'aspect médiatique, je vais aller dans le sportif. Est-ce que tu penses que c'est un bon choix de l'avoir fait virer Marcelo Bielsa? De l'avoir fait virer, je sais pas trop, c'est difficile. En fait, c'est difficile parce que moi, je pourrais avoir un jugement sans avoir conscience des réalités d'un président de club. Si je fais ça, en mettant de côté des réalités du président, je dis que c'est une erreur. Je dis qu'il aurait fallu le garder, qu'il aurait fallu... je pense qu'il se serait maintenu quand même, que l'équipe aurait peut-être fini à l'arrache, barragiste, que ça aurait été compliqué, mais je l'aurais gardé parce qu'à un moment donné, c'est sûr que son travail paye et que il aura fait progresser des joueurs et que même si c'est compliqué, même si on n'a pas vu grand-chose, toute l'équipe était jeune et on aurait vu des choses positives à un moment. Maintenant, je me mets à la place du président avec son montage financier un peu douteux en plus. Il a des besoins, il a besoin de rendre des comptes, il a besoin de montrer une bonne santé du club et ça passe par le sportif. Donc, à partir du moment où il n'a pas le temps, il remplace Bielsa. Maintenant, je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de prendre Bielsa à la base, en sachant qu'il avait cette épée de Damoclès financière au-dessus de la tête et qu'il n'aurait pas pu assumer une saison galère, une descente en Ligue 2, etc. Parce que ça, clairement, il ne peut pas l'assumer, Gérard Lopez. Donc, à partir de là, s'il a ce constat, je ne pourrais pas assurer, il me faut des résultats assez vite, on ne prend pas Bielsa. On ne prend pas Bielsa avec une équipe aussi jeune. Et on ne prend pas en plus Bielsa avec Luis Campos en directeur sportif, en responsable du recrutement, parce que là, il y a deux caractères beaucoup trop forts, deux personnes qui veulent le pouvoir, qui veulent décider dans un club, et là, c'est pas possible. Pour moi, les deux erreurs, elles ont été là. C'était faire confiance à Bielsa si on peut pas lui laisser le temps et assumer des défaites, et le mettre avec Luis Campos, même si sur le papier, pris individuellement, c'est sans doute, ils font partie des meilleurs à leur poste, mais ensemble, c'était pas possible. Lloyd, tu voulais revenir sur le dossier lillois. Oui. Tu penses quoi de Galtier à Lille? Parce que quand même, quand on regarde, il n'a pas eu un grand passage à Saint-Etienne. Il a fait un bon passage, mais sinon, avant, il n'a pas vraiment de référence. Oui. Alors, Galtier, on pense à Saint-Etienne, à ce qu'il a fait à Saint-Etienne et à rien d'autre. Galtier, c'est Saint-Etienne pour l'instant. On va voir si à Lille, il est capable de faire ça. Même s'il a quand même, au niveau jeu, c'était pas terrible, mais il a quand même remonté Saint-Etienne quand même. C'est marrant parce que quand il était là, pendant des années, on disait Saint-Etienne, ça joue pas bien, etc. C'est pas beau à voir. Il leur faut un autre entraîneur pour passer un cap, etc. Là, depuis 6 mois, depuis qu'il est plus là, il a jamais eu une cote aussi importante, Galtier. Et je pense d'ailleurs que il a choisi la bonne année pour s'en aller, c'est sûr. C'est ça. Et si Saint-Etienne avait eu des résultats, je pense que sa cote aurait peut-être pas monté à ce point. Si on s'était rendu compte qu'en fait il y avait moyen de faire mieux avec cet effectif-là, sa cote serait peut-être pas montée et peut-être il n'aurait pas rebondi à Lille. Maintenant, on s'est rendu compte que l'effectif était moyen, plus moyen chaque année, et que lui faisait des petits miracles à chaque fois. Galtier, il faut voir maintenant. Il est capable de faire progresser des jeunes, quand même, ça il l'a fait. Il est capable d'obtenir des résultats avec peu de moyens, ça il l'a fait aussi. Maintenant, à ce moment du projet lillois, je pense que c'est une bonne chose. Plus tard, pour espérer peut-être jouer l'Europe, développer plus de choses, c'est peut-être compliqué. Mais dans un club où c'est le bazar, parce que c'était le bazar à Saint-Etienne aussi, je pense que ça peut être l'homme de la situation. Non, mais je suis entièrement d'accord avec Jean-Louis. Ne jamais oublier quand même ce qu'il a fait, qu'il a tenu quand même Saint-Etienne dans le top 10 et puis qu'ils ont été quand même même gagné une Coupe de la Ligue. Il me semble que c'est la Coupe de la Ligue qu'ils ont gagné. Donc voilà. Après, au niveau du jeu, je suis d'accord avec Jean-Louis. Après, le projet lillois, c'est sûr que là, moi je serais supporter lillois, j'en parlais dans une émission récemment. J'aurais peur pour le projet lillois
que après avoir été optimiste et qu'il se retrouve un peu le bec dans l'eau, et j'espère pour eux que ça va pas mal se finir. Voir. Il faut voir le même problème. chez vous, en fait. sur RMC, on entend quand même des choses assez négatives. Et on a le problème, c'est ça, c'est le montage en fait, c'est le montage financier. Est-ce qu'il a de l'argent ou pas, Gérard Lopez? Est-ce qu'il est capable de mettre de l'argent ou pas? Parce qu'après, sur le choix des hommes, moi je trouve ça bien. Moi j'aime bien ce que fait Luis Campos, j'aime bien sa manière de bosser. Je pense qu'avec Galtier, ça peut le faire. Hein. Galtier, c'est quand même, je le disais, il a quand même des qualités. Il peut réussir à relancer tout ça. Hein. Mais maintenant, ils n'ont pas d'argent. Ils sont interdits de recrutement. Tu crois plus à l'entente Galtier, toi? L'entente Galtier avec Campos plus qu'avec Bielsa, ouais. Je pense. En fait, je me dis, Galtier, à Saint-Etienne, il bossait un peu tout seul, hein, c'est vrai. Il était vraiment, pour le coup, il n'y avait pas de directeur sportif, il n'était pas prêt il a tout fait dans le club. Mais bon, il est venu dans Team Duga il y a quelques semaines, là, on en parlait avec lui, et il est conscient quand même que le modèle à Saint-Etienne, il n'existera plus. C'est-à-dire un entraîneur qui faisait tout comme lui il faisait, c'est plus possible aujourd'hui. Donc il est conscient qu'il faut s'entourer, qu'il faut un directeur sportif. Donc je pense que bosser avec Campos, ça lui posera aucun problème. Et voilà, je pense qu'il a quand même des qualités. Bien sûr. Moi, je vais un peu sortir du football et aller dans un peu dans l'animation et dans le journalisme. Vous qui faites maintenant votre métier depuis maintenant plusieurs années, qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites dans ce métier de journaliste? Ce qui me plaît, il y a plusieurs aspects, hein, mais se faire insulter sur Twitter. Ouais, non, c'est un peu moins. Non, ce qui me plaît déjà, c'est de parler foot. Faut quand même se rendre compte, la chance qu'on a, c'est de parler foot tous les jours. C'est de faire vivre aussi le débat. Moi, j'aime bien ça, la discussion, essayer de mettre d'accord des gens qui, a priori, le sont pas à la base, d'essayer de mettre du lien entre les gens. Ça, c'est mon rôle aussi. D'essayer de faire cohabiter des gens qui pensent pas la même chose dans une émission. Ça, je trouve que c'est quand même assez plaisant. Le contact avec les gens qui nous écoutent, parce que ça, quand même, on a maintenant la possibilité, que ce soit avec les réseaux sociaux ou avec les appels au standard, on a tout de suite les gens avec nous, donc on peut discuter avec eux, c'est quand même sympa. Et puis moi j'ai la passion de la radio en plus de tout ça, donc ça réunit quand même pas mal de passions, le foot, la radio, voilà, c'est ça qui est plaisant, quoi. Et vous ressentez encore un peu de pression, un peu de trac avant une émission ou pas? Oui, certaines émissions un peu exceptionnelles, oui, ça peut arriver. Des émissions en public qu'on a pu faire ou des interviews comme qu'on est allé faire Zidane à Madrid. Là, il y avait un peu de stress avant de commencer. Mais bon, ça dure jamais trop longtemps, quoi. Une fois que l'émission est partie, on oublie assez vite. Non, le gros piège, tu parlais des réseaux sociaux, Jean-Louis, et je te l'ai dit d'ailleurs quand je suis venu la dernière fois sur RMC, là, le gros piège, c'est que, par exemple, sur Twitter, souvent, vous sortez... ce qu'on a fait l'autre fois d'ailleurs, Béchir, nous, sur l'interview avec Jonathan, qui est un supporter, juste une partie d'interview. Et moi, le premier, des fois, je disais, qu'est-ce qu'il a dit? T'as envie de réagir. Et des fois, tu te dis, et il n'y a pas que sur Team Duga, il y a sur plein d'émissions, sur d'autres radios, tu te dis, je vais écouter l'émission et peut-être, parce qu'il m'est arrivé de réagir des fois et en écoutant l'émission, dire, mais en fin de compte, c'est pas si grave que les petits passages qui ont été sortis. Alors j'ai compris que c'était pour inciter les gens aussi à aller sur le lien et puis peut-être te dire, tiens, je vais écouter l'émission en intégrale. Mais toi, des fois, c'est piège parce que c'est pas exactement ce qui a été dit en plein direct et dans l'intégralité. Nous, ça nous pose aussi un cas de conscience. Hein. On s'est posé la question, comment on doit faire? C'est accrocheur, je suis d'accord avec toi, c'est accrocheur. Les petites vidéos, moi je sais qu'il y a plein de gens, ils me parlent de Team Duga juste avec les vidéos qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, les petites vidéos de 2 minutes. Donc, je me dis, s'il y a autant de gens qui m'en parlent, c'est que elles ont vocation à exister, que c'est bien qu'elles existent. Parce que mine de rien, ça veut dire que des gens nous écoutent et nous regardent, et après, si c'est pas de manière traditionnelle en écoutant la radio, c'est bien quand même qu'on nous écoute ou qu'on voit des vidéos ou qu'on ait conscience qu'on existe. Maintenant, le problème, c'est la pensée. Et il faut essayer de tronquer un minimum la pensée de Duga, par exemple, ou des autres intervenants, parce que souvent, en 1 minute 30, on n'arrive pas à résumer la pensée. Et on se dit, ah ouais, il a dit ça, machin, bon.
Après, ça peut avoir l'effet avec toi où ça te fait venir écouter le morceau en entier ou l'émission en entier. Mais parfois, les gens se forgent juste leur impression sur un titre d'article ou une petite vidéo d'1 minute, alors que c'est vrai qu'il faudrait entendre tout dans son contexte. Malheureusement, c'est impossible de sortir toute l'émission en vidéo. Hein, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord. Mais je veux dire, quand c'est sorti du contexte, et moi, je suis pas meilleur que les autres. Moi, le premier, je me suis fait avoir. Une fois, j'avais commenté quelque chose et je crois que c'était plus sur Daniel Riolo. Et quand j'ai réécouté l'émission entièrement, j'ai dit ouais, c'est vrai que sorti du contexte, quand tu réécoutes entièrement, et c'est le piège. Mais comme tu dis, c'est pour ça qu'il faut avoir des. Tu peux pas mettre toute l'émission dans une petite vidéo sur Twitter ou sur Facebook, c'est évident. C'est pour ça que nous, c'est hyper important. On a des community managers qui bossent sur les émissions. C'est eux qui sont chargés de sortir les vidéos et de les titrer, de faire un petit article dessus. Et à un moment donné, on avait un peu de mal, mais maintenant, on a pris nos marques avec eux. Ils comprennent l'émission, ils comprennent ce qu'on veut dire, ils comprennent le contexte et ils essaient d'en dévier le moins possible, quoi. Ouais, c'est clair. Mais j'ai juste une dernière question, moi, pour conclure. Et, et je vais répéter que RMC, on aime ou on n'aime pas, mais malheureusement, on a du mal à se passer de vous. Ouais. Faut avouer. Et, parce que bon, au niveau du football, vous êtes au top. Et puis, vous faites des émissions quasiment 16h minuit où ça parle que de foot. Donc, quand tu es passionné de radio et de foot, je me reconnais dans ce que tu disais, Jean-Louis, tout à l'heure, et Béchir et Lloyd aussi. C'est clair que la plupart, on va sur RMC. Moi, j'ai juste une petite question, rien de méchant, c'est pas un piège. Je te l'ai posé l'autre fois quand je t'ai vu aussi. Tu as bossé avec Christophe Dugarry, tu bosses avec Christophe Dugarry, tu as bossé avec Luis Fernandez. C'est deux personnages différents. C'est quoi la différence au niveau de l'animation entre les deux, qui sont des showman un peu différents dans leur personnage, mais c'est des showman. Ouais, alors ils ont franchement à bosser, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Louis était Louis, il mangeait du foot tous les jours, toute la journée, du matin au soir. Donc, dans son émission, il voulait vraiment, il voulait y mettre plein de choses, quoi. Louis, il était capable d'appeler à 1h du matin parce qu'il avait vu un match de Copa Libertadores en disant « Ah, il y a le petit machin, là, il est international colombien, faudrait qu'on en parle dans l'émission demain. » Voilà, là, il t'appelle à 1h, tu réponds pas, voilà. Et c'était comme ça toute la journée. Donc, il était vraiment le premier rédacteur en chef de l'émission, quoi. C'est lui qui, ce qu'il y avait dedans, c'est ce qu'il voulait au maximum. Et après, c'était en gros une bataille tout au long de la journée pour lui dire bon bah Louis, effectivement, il faut parler de tous les clubs, mais là on est en jour de match de Ligue des Champions du PSG, on va quand même faire beaucoup sur le PSG parce que c'est quand même ce qui intéresse les gens à ce moment-là. Je me souviens d'un lendemain de match du PSG, il avait dit moi je veux pas du tout en parler du PSG, donc ça a été une journée à lui dire bah quand même faut qu'on revienne sur le match, voilà. Dugas, la différence c'est que le programme il nous le laisse faire en entier. Il dit voilà, vous êtes des professionnels du journalisme, de la radio, je vous laisse faire le programme et je vous dirai ce que j'en pense, mes opinions, etc. Si j'ai un truc à dire, un avis à développer, on en parle, on essaie de l'insérer, mais je vous fais confiance sur le programme. Donc ça, c'est la grosse différence déjà dans la préparation des émissions. Et après, à l'antenne, bon, bah, à l'antenne, c'est pas si différent, hein. Ils prennent position, ils débattent, ils ont leur caractère, ils ont leur personnalité. Et moi, je suis là pour faire contrepoids dans le débat, soit relancer à un certain moment, soit apporter un élément éditorial qu'ils n'avaient pas en tête, et être le garant journalistique de l'émission. Le rôle en soi n'a pas trop changé entre les deux. C'est après le rapport humain et la façon de bosser dans la journée qui a un peu changé. Le mot de la fin, Jean-Louis Tour, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'année 2018 et pour l'avenir Et bah, de manière très égoïste, on a eu de très bons sondages là depuis 1 an avec Team Dugas. Donc que les bons sondages continuent, que les audiences soient toujours au rendez-vous et que l'émission continue. On vous le souhaite. Et voilà, ce sera top. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et bah avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt.